Donc ici, c'est une petite section qui parle des conducteurs dans un équilibre électrostatique. Donc on a vu auparavant que le champ électrique était toujours nul dans un conducteur en équilibre électrostatique. Mais en fait, cette caractéristique-là, quel effet ça va avoir sur le potentiel à l'intérieur d'un conducteur qui est en équilibre électrostatique? Donc, imaginons ici qu'on a un conducteur, encore une fois, en forme de patate. Okay? Donc, il n'y a pas de symétrie particulière. J'ai un conducteur qui est en équilibre électrostatique. Bon, ce que je sais, en fait, c'est qu'à l'intérieur de ce conducteur-là, si c'est en équilibre électrostatique, le conducteur a un champ nul à l'intérieur. Maintenant, si je veux connaître le potentiel à l'intérieur de ce conducteur-là, il faut que je parle de ce que je connais. En fait, je sais que delta V égale à moins l'intégrale de E ds entre deux points. Donc là, il faudrait que je prenne un point, position initiale, position finale, puis je dois me promener à l'intérieur de ce conducteur-là. Peu importe le chemin que je vais faire, là, si je pars de la position initiale à la position finale, ben, en faisant l'intégrale de moins l'intégrale de EDS, je vais trouver la différence de potentiel. Bon, il se trouve que le calcul est assez simple à faire ici parce que le champ est nul à l'intérieur du conducteur. Donc, nécessairement ici, ce que je vais avoir, c'est un delta V qui est nul. Puis un delta V qui est nul, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que VF moins VI égale à 0. Donc, en gros, VF égale à VI. Peu importe d'où je pars puis d'où j'arrive, tant et aussi longtemps que je suis dans le conducteur, le potentiel est constant. Donc, rappelez-vous, on avait vu au chapitre 3, pour une sphère conductrice, on avait déterminé avec le théorème de Gauss le profil du champ électrique du centre jusqu'à l'infini, en fait, infiniment loin de la sphère. Puis on avait comme équation, en fait, on avait vu que à l'extérieur de la sphère, le champ électrique se comporte comme le champ d'une charge ponctuelle. Donc j'ai un champ qui est égal à KQ sur R carré en termes de grandeur. Puis à l'intérieur du conducteur, j'ai un champ qui est égal à 0. Maintenant, si on prend ça, puis qu'on regarde pour le profil du potentiel pour cette même charge-là, ben en fait, pour ce qui est de l'extérieur, c'est comme une charge ponctuelle. On va avoir un potentiel électrique qui diminue comme 1 sur R, donc une diminution qui est moins rapide que pour le profil du champ électrique. Pour ce qui est du potentiel, le potentiel, quand j'arrive à la surface de la sphère, le potentiel ne peut pas changer. Là. Donc, on doit avoir la même valeur juste à l'extérieur, puis juste à l'intérieur. Donc, ça me fixe ici, là, la valeur du potentiel électrique à l'intérieur de la sphère va correspondre au potentiel que je vais avoir sur la surface extérieure. Donc, mon potentiel, ça me fait un plateau. Puis en fait, cette valeur-là va correspondre à KQ sur R, R étant le rayon de la sphère, nécessairement. Okay? Donc, on va avoir comme ça le profil du champ électrique de notre champ électrique et du potentiel de notre sphère conductrice. Donc, on peut faire, pour terminer, un petit problème très intéressant avec ce type de considération-là. Je prends deux sphères conductrices chargées. Donc, pour faire différent, je vais les charger négativement. Donc, on va supposer que la sphère A a une charge QA, la sphère B a une charge QB, et puis les rayons sont de 1 cm et de 2 cm pour mes sphères. C'est vraiment des sphères parfaites ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les relier par un fil. Mais un fil conducteur. Donc, si je les relie par un fil conducteur, ben, qu'est-ce qui va arriver en fait? C'est que, tout dépendamment des valeurs des charges QA et QB, ça se peut qu'il y ait un déséquilibre de potentiel. Ça veut dire que peut-être qu'il y a une des sphères qui, par rapport à l'autre, est trop chargée, puis les électrons vont avoir tendance à se déplacer d'une sphère à l'autre. À un moment donné, ce qui va arriver, c'est que les électrons vont faire leur migration, puis à un moment donné, ils vont arrêter de bouger. On va être en équilibre électrostatique. C'est quoi la condition, en fait? Quand est-ce que les charges arrêtent de bouger?
ben, il va arrêter de bouger au moment où le potentiel électrique dans l'ensemble du conducteur est constant. De cette façon-là, ben, on sait que le champ est nul. S'il n'y a plus de champ, il n'y a plus de charge qui bouge. Donc, le fait de relier les charges, les sphères par un fil conducteur, je vais faire en sorte que le potentiel à l'intérieur de tout ce système-là va devenir constant à la fin. Mais évidemment, les charges finales QA et QB ne seront plus les mêmes. Donc, on va avoir un nouvel équilibre de charge. Donc, si j'avais, mettons, je ne sais pas moi, 1 nanocoulomb puis 3 nanocoulomb au départ, bien, une fois que c'est relié, ça se peut que ça soit 1,5 puis 2,5. L'important, c'est que la somme des charges soit la même. Donc, le potentiel de la sphère A égale le potentiel de la sphère B. Mais quand on parle du potentiel, c'est à l'intérieur jusqu'à la surface. Donc, en fait, ce qu'il faut faire comme contrainte, c'est imposer que le potentiel de surface de ces deux sphères-là est identique. Ce qui veut dire que faut absolument que QQ sur RA égale à QQ sur RB. Donc, les K s'annulent. Et je vais en déduire que faut absolument que le ratio des charges QA sur QB soit égal à RA sur RB. Donc, étant donné que RA est la moitié de RB, bien, on en déduit que à l'équilibre électrostatique, la sphère A va contenir 2 fois moins de charge que QB. On pourrait le voir comme ça aussi, là. QA égale à 1,5 QB. Fait que si je vous avais donné, par exemple, au départ, la charge initiale de la sphère A et de la sphère B, on aurait eu la charge totale, on aurait pu aussi déterminer que QA plus QB vaut cette charge totale-là. Donc, par deux équations, deux inconnues, j'aurais pu déduire la valeur numérique de QA et de QB. Donc, l'autre chose, c'est que bien que QA soit 2 fois plus faible que QB, il en reste que la surface de cette sphère-là est beaucoup plus petite que celle-là. Okay? Donc, on pourrait ici s'intéresser au ratio entre sigma A et sigma B, la densité surfacique des charges. Donc, on sait que la densité surfacique de charge définie comme la charge de l'objet sur sa surface. Là, donc, je prends la charge de A sur la surface d'une sphère. Puis, si je regarde le ratio entre ces deux densités-là, ben, j'en arrive à cette réponse-là. Donc, je peux simplifier les 4π. Donc, je sais déjà que QA sur QB est égal à 1,5. Puis, ben, RB sur RA, ben, c'est 2. La densité surfacique de charge de cette sphère-là est 2 fois plus grande que celle-là. Donc, en réalité, je vais avoir une concentration plus élevée de charge sur la sphère A que sur la sphère B. Donc, ça, c'est intéressant parce que si on prend un objet qui a une forme particulière, là, donc un objet qui est conducteur, là, comme ça ici, là, puis je m'arrange pour qu'il y ait un côté plus arrondi puis un côté plus pointu. Si je charge cet objet-là, évidemment, il va se mettre en équilibre électrostatique, là, mais la densité surfacique de charge ne sera pas uniforme. Ça va l'être si c'est une sphère, ça c'est pas un problème, mais si l'objet il y a une espèce de courbure bizarre, là, les charges vont se ramasser sur la surface extérieure, mais la concentration des charges va être plus intense à l'endroit où le bout est pointu. Okay? Donc, on peut faire référence à ça ici. Plus ma sphère est petite ici, ben, plus il va y avoir une densité de charge qui est importante. Donc, plus le rayon de courbure est faible, plus la densité de charge va être importante. Si on voulait tracer les lignes de champ électrique de cet objet-là, donc l'objet est chargé. Donc, normalement, on sait que pour une sphère, ça fait un champ électrique qui est radial. Quand j'ai un conducteur qui est chargé, bien, on sait que le conducteur lui-même est une surface équipotentielle. La relation entre une surface équipotentielle et le champ, c'est qu'ils sont perpendiculaires un avec l'autre. Donc, si on prend un objet conducteur qui est chargé, les lignes de champ doivent absolument partir de façon perpendiculaire à l'objet. Donc, avoir un champ électrique qui est plus fort à l'endroit où la densité surfacique de charge est plus grande. Donc, mon champ électrique va être de cette allure-là. Donc, la partie de l'objet qui est la plus pointue, c'est elle qui va avoir
la plus grande intensité de champ électrique. Donc, qu'est-ce qui arrive si maintenant je prends, disons ici c'est la surface de la Terre, un piquet de métal planté dans la Terre, puis un système orageux en altitude. Donc, ce qui arrive, c'est que les nuages en altitude vont accumuler des charges négatives. Ces charges négatives-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attirer des charges positives provenant de la Terre. Mais le bout de métal qu'on a planté, le piquet de métal qui est planté dans la Terre ici, il est très, très, très pointu. Donc, on va avoir une accumulation de charges positives qui est vraiment intense. Contrairement à, disons, la courbure de la colline sur laquelle l'objet est planté. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Hein? Ça va faire en sorte que notre éclair, si elle se produit, va avoir tendance à aller chercher. En fait, l'éclair, ce que c'est produit par un champ électrique. Donc, c'est le champ électrique qu'on va avoir entre les nuages et la Terre ou le piquet de métal. Si ce champ-là devient trop intense, on verra dans le chapitre suivant, ce qu'on va voir, c'est un claquage. On va avoir un transfert d'électrons à travers l'air, finalement, puis on va avoir un équilibre de charge. Mais, évidemment, l'éclair va se produire à l'endroit où le champ est le plus intense. Puis à quel endroit le champ est le plus intense? Mais c'est à l'endroit où on a la pointe la plus fine possible, parce que c'est elle qui va ramasser la plus grande densité surfacique de charge. Voilà.